Charles Baudelaire, les paradis artificiels, le vin. Un homme très célèbre, qui était en même temps un grand sot, choses qui vont très bien ensemble, à ce qu'il paraît, ainsi que j'aurai plus d'une fois, sans doute, le douloureux plaisir de le démontrer, a osé, dans un livre sur la table, composé au double point de vue de l'hygiène et du plaisir, écrire ce qui suit à l'article 20. Le patriarche Noé passe pour être l'inventeur du vin. C'est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Et après rien, c'est tout. Vous aurez beau feuilleter le volume, le retourner dans tous les sens, le lire à rebours, à l'envers, de droite à gauche et de gauche à droite, vous ne trouverez pas autre chose sur le vin, dans la physiologie du goût, du très illustre et très respecté Brillat-Savarin. Le patriarche Noé et c'est une liqueur. Je suppose qu'un habitant de la Lune ou de quelque planète éloignée, voyageant sur notre monde, et fatigué de ces longues étapes, pense à se rafraîchir le palais et à se réchauffer l'estomac. Il tient à se mettre au courant des plaisirs et des coutumes de notre terre. Il a vaguement ouï parler de liqueurs délicieuses avec lesquelles les citoyens de cette boule se procuraient à volonté du courage et de la gaieté. Pour être plus sûr de son choix, l'habitant de la Lune ouvre l'oracle du goût, le célèbre et infaillible Brillat-Savarin, et il y trouve à l'article 20 ce renseignement précieux: le patriarche Noé et cette liqueur se fait. Cela est tout à fait digestif, cela est très explicatif. Il est impossible, après avoir lu cette phrase, de n'avoir pas une idée juste et nette de tous les vins, de leurs différentes qualités, de leurs inconvénients, de leur puissance sur l'estomac et sur le cerveau. Ah, chers amis, ne lisez pas Brillat-Savarin. Dieu préserve ceux qu'il chérit des lectures inutiles. C'est la première maxime d'un petit livre de Lavater, un philosophe qui a aimé les hommes plus que tous les magistrats du monde ancien et moderne. On n'a baptisé aucun gâteau du nom de Lavater, mais la mémoire de cet homme angélique vivra encore parmi les chrétiens quand les braves bourgeois eux-mêmes auront oublié le Brillat-Savarin, espèce de brioche insipide dont le moindre défaut est de servir de prétexte à une dégoisade de maximes niaisement pédantesques tirées du fameux chef-d'œuvre. Si une nouvelle édition de ce faux chef-d'œuvre ose affronter le bon sens de l'humanité moderne, buveurs mélancoliques, buveurs joyeux, vous tous qui cherchez dans le vin le souvenir ou l'oubli, et qui ne le trouvant jamais assez complet à votre gré, ne contemplez plus le ciel que par le cul de la bouteille, buveurs oubliés et méconnus, achèterez-vous un exemplaire et rendrez-vous le bien pour le mal, le bienfait pour l'indifférence? J'ouvre le Chrysleriana du divin Hoffmann et j'y lis une curieuse recommandation. Le musicien consciencieux doit se servir du vin de champagne pour composer un opéra comique. Il y trouvera la gaieté mousseuse et légère que réclame le genre. La musique religieuse demande du vin du Rhin ou du Jurançon. Comme au fond des idées profondes, il y a là une amertume enivrante. Mais la musique héroïque ne veut pas se passer le vin de Bourgogne. Il y a la fougue sérieuse et l'entraînement du patriotisme. Voilà certainement qui est mieux, et outre le sentiment passionné d'un buveur, j'y trouve une impartialité qui fait le plus grand honneur à un Allemand. Hoffmann avait dressé un singulier baromètre psychologique destiné à lui représenter les différentes températures et les phénomènes atmosphériques de son âme. On y trouve des divisions telles que celle-ci: esprit légèrement ironique tempéré d'indulgence, esprit de solitude avec profond contentement de moi-même,
Gaieté musicale, enthousiasme musical, tempête musicale, gaieté sarcastique insupportable à moi-même, aspiration à sortir de mon moi, objectivité excessive, fusion de mon être avec la nature. Il va sans dire que les divisions du baromètre moral d'Hoffmann étaient fixées suivant leur ordre de génération, comme dans les baromètres ordinaires. Il me semble qu'il y a entre ce baromètre psychique et l'explication des qualités musicales des vins une fraternité évidente. Hoffmann, au moment où la mort vint le prendre, commençait à gagner de l'argent. La fortune lui souriait. Comme notre cher et grand Balzac, ce fut vers les derniers temps seulement qu'il vit briller l'aurore boréale de ses plus anciennes espérances. À cette époque, les éditeurs qui se disputaient ses contes pour leurs almanachs avaient coutume, pour se mettre dans ses bonnes grâces, d'ajouter à leur envoi d'argent une caisse de vin de France. Chapitre 2. Profonde joie du vin, qui ne vous a connu? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin vous ont invoqué, Dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne. Qu'ils sont grands les spectacles du vin, illuminés par le soleil intérieur. Qu'elle est vraie et brûlante, cette seconde jeunesse que l'homme puise en lui. Mais combien sont redoutables aussi ces voluptés foudroyantes et ces enchantements énervants. Et cependant, dites en votre âme et conscience, juges, législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé facile, dites, qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie? D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire, ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer, le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes, et traitons-le comme notre égal. Il me semble parfois que j'entends dire au vin, il parle avec son âme, avec cette voix des esprits qui n'est entendue que des esprits. Homme, mon bien-aimé, je veux pousser vers toi, en dépit de ma prison de verre et de mes verrous de liège, un chant plein de fraternité, un chant plein de joie, de lumière et d'espérance. Je ne suis point ingrat, je sais que je te dois la vie, je sais ce qu'il t'en a coûté de labeur et de soleil sur les épaules. Tu m'as donné la vie, je t'en récompenserai. Je te paierai largement ma dette, car j'éprouve une joie extraordinaire quand je tombe au fond d'un gosier altéré par le travail. La poitrine d'un honnête homme est un séjour qui me plaît bien mieux que ces caves mélancoliques et insensibles. C'est une tombe joyeuse où j'accomplis ma destinée avec enthousiasme. Je fais dans l'estomac du travailleur un grand remue-ménage, et de là, par des escaliers invisibles, je monte dans son cerveau, où j'exécute ma danse suprême. Entends-tu s'agiter en moi et résonner les puissants refrains des temps anciens, les chants de l'amour et de la gloire? Je suis l'âme de la patrie. Je suis moitié galant, moitié militaire. Je suis l'espoir des dimanches. Le travail fait les jours prospères, le vin fait les dimanches heureux. Les coudes sur la table de famille et les manches retroussées, tu me glofieras fièrement, et tu seras vraiment content. J'allumerai les yeux de ta vieille femme, la vieille compagne de tes chagrins journaliers et de tes plus vieilles espérances.
J'attendrirai son regard et je mettrai au fond de sa prunelle l'éclair de sa jeunesse. Et ton cher petit tout pâleau, ce pauvre petit ânon attelé à la même fatigue que le limonier, je lui rendrai les belles couleurs de son berceau, et je serai pour ce nouvel athlète de la vie l'huile qui raffermissait les muscles des anciens lutteurs. Je tomberai au fond de ta poitrine comme une ambroisie végétale. Je serai le grain qui fertilise le sillon douloureusement creusé. Notre intime réunion créera la poésie. À nous deux, nous ferons un dieu et nous voltigerons vers l'infini comme les oiseaux, les papillons, les fils de la Vierge, les parfums et toutes les choses ailées. Voilà ce que chante le vin dans son langage mystérieux. Malheur à celui dont le cœur égoïste et fermé aux douleurs de ses frères n'a jamais entendu cette chanson. J'ai souvent pensé que si Jésus-Christ paraissait aujourd'hui sur le banc des accusés, il se trouverait quelques procureurs qui démontreraient que son cas est aggravé par la récidive. Quant au vin, il récidive tous les jours. Tous les jours, il répète ses bienfaits. C'est sans doute ce qui explique l'acharnement des moralistes contre lui. Quand je dis moraliste, j'entends pseudo-moraliste pharisien. Mais voici bien autre chose. Descendons un peu plus bas. Contemplons un de ces êtres mystérieux, vivant pour ainsi dire, des déjections des grandes villes. Car il y a de singuliers métiers, le nombre en est immense. J'ai quelquefois pensé avec terreur qu'il y avait des métiers qui ne comportaient aucune joie, des métiers sans plaisir, des fatigues sans soulagement, des douleurs sans compensation, ou bien je me trompais. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Et le voici qui, à la clarté sombre des réverbères, tourmenté par le vent de la nuit, remonte une des longues rues tortueuses et peuplées de petits ménages de la montagne Sainte-Geneviève. Il est revêtu de son châle d'osier avec son numéro 7. Il arrive, hochant la tête et butant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer et à chercher des rimes. Il parle tout seul. Il verse son âme dans l'air froid et ténébreux de la nuit. C'est un monologue splendide à faire prendre en pitié les tragédies les plus lyriques. En avant, marche, division, tête, armée. Exactement comme Bonaparte agonisant à Sainte-Hélène. Il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer et le châle d'osier en manteau impérial. Maintenant, il complimente son armée. La bataille est gagnée, mais la journée a été chaude. Il passe à cheval sous les arcs de triomphe. Son cœur est heureux. Il écoute avec délice les acclamations d'un monde enthousiaste. Tout à l'heure, il va dicter un code supérieur à tous les codes connus. Il jure solennellement qu'il rendra ses peuples heureux. La misère et le vice sont disparus de l'humanité. Et cependant, il a le dos et les reins écorchés par le poids de sa hotte. Il est harcelé de chagrin de ménage. Il est moulu par 40 ans de travail et de course. L'âge le tourmente.
Mais le vin, comme un pactole nouveau, roule à travers l'humanité languissante un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne par ses services et chante ses exploits par le gosier de ses sujets. Il y a sur la boule terrestre de foules innombrables, innommées, dont le sommeil n'endormirait pas suffisamment les souffrances. Le vin compose pour eux des chants et des poèmes. Beaucoup de gens me trouveront sans doute bien indulgent. Vous innocentez l'ivrognerie, vous idéalisez la crapule. J'avoue que devant les bienfaits, je n'ai pas le courage de compter les griefs. D'ailleurs, j'ai dit que le vin était assimilable à l'homme, et j'ai accordé que leurs crimes étaient égaux à leurs vertus. Puis-je mieux faire? J'ai d'ailleurs une autre idée. Si le vin disparaissait de la production humaine, je crois qu'il se ferait dans la santé et dans l'intellect de la planète un vide, une absence, une défectuosité beaucoup plus affreuse que tous les excès et les déviations dont on rend le vin responsable. N'est-il pas raisonnable de penser que les gens qui ne boivent jamais de vin, naïfs ou systématiques, sont des imbéciles ou des hypocrites? Des imbéciles, c'est-à-dire des hommes ne connaissant ni l'humanité ni la nature, des artistes repoussant les moyens traditionnels de l'art, des ouvriers blasphémant la mécanique, et des hypocrites, c'est-à-dire des gourmands honteux, des fanfarons de sobriété, buvant en cachette, ayant quelque vice occulte. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. Qu'on en juge. Il y a quelques années, à une exposition de peinture, la foule des imbéciles fit émeute devant un tableau poli, ciré, verni comme un objet d'industrie. C'était l'antithèse absolue de l'art. C'est la cuisine de Drolling ce que la folie est à la sottise, l'essayide à l'imitateur. Dans cette peinture microscopique, on voyait voler les mouches. J'étais attiré vers ce monstrueux objet, comme tout le monde. Mais j'étais honteux de cette singulière faiblesse, car c'était l'irrésistible attraction de l'horrible. Enfin, je m'aperçus que j'étais entraîné à mon insu par une curiosité philosophique, l'immense désir de savoir quel pouvait être le caractère moral de l'homme qui avait enfanté une aussi criminelle extravagance. Je pariai avec moi-même qu'il devait être foncièrement méchant. Je fis prendre des renseignements, et mon instinct eut le plaisir de gagner ce pari psychologique. J'appris que le monstre se levait régulièrement avant le jour, qu'il avait ruiné sa femme de ménage et qu'il ne buvait que du lait. Encore une ou deux histoires et nous dogmatiserons. Un jour, sur un trottoir, je vois un gros rassemblement. Je parviens à lever les yeux par-dessus les épaules des badauds, et je vois ceci. Un homme étendu par terre sur le dos, les yeux ouverts et fixés sur le ciel, un autre homme debout devant lui et lui parlant par gestes seulement, l'homme à terre lui répondant des yeux seulement, tous les deux ayant l'air animés d'une prodigieuse bienveillance. Les gestes de l'homme debout disaient à l'intelligence de l'homme étendu « Viens, viens encore, le bonheur est là, à 2 pas, viens au coin de la rue. » Nous n'avons pas complètement perdu de vue la rive du chagrin. Nous ne sommes pas encore en pleine mer de la rêverie. Allons, courage, ami, dis à tes jambes de satisfaire ta pensée. Tout cela plein de vacillements et de balancements harmonieux. L'autre était sans doute arrivé au plein mer, d'ailleurs. Il naviguait dans le ruisseau, car son sourire béat répondait « Laisse ton ami tranquille, la rive du chagrin a suffisamment disparu derrière les brouillards bienfaisants.
Je n'ai plus rien à demander au ciel de la rêverie. Je crois même avoir entendu une phrase vague, ou plutôt un soupir vaguement formulé en paroles, s'échapper de sa bouche. Il faut être raisonnable. Ceci est le comble du sublime. Mais dans l'ivresse, il y a de l'hyper-sublime, comme vous allez voir. L'ami, toujours plein d'indulgence, s'en va seul au cabaret. Puis il revient une corde à la main. Sans doute il ne peut pas souffrir l'idée de naviguer seul et de courir seul après le bonheur. C'est pour cela qu'il venait chercher son ami en voiture. La voiture, c'est la corde. Il lui passe la voiture autour des reins. L'ami étendu sourit. Il a compris sans doute cette pensée maternelle. L'autre fait un nœud, puis il se met au pas comme un cheval doux et discret, et il charrie son ami jusqu'au rendez-vous du bonheur. L'homme charrié, ou plutôt traîné et polissant le pavé avec son dos, sourit toujours d'un sourire ineffable. La foule reste stupéfaite, car ce qui est trop beau, ce qui dépasse les forces poétiques de l'homme, cause plus d'étonnement que d'attendrissement. Il y avait un homme, un Espagnol, un guitariste, qui voyagea longtemps avec Paganini. C'était avant l'époque de la grande gloire officielle de Paganini. Ils menaient à eux deux la grande vie vagabonde des bohémiens, des musiciens ambulants, des gens sans famille et sans patrie. Tous deux, violon et guitare, donnaient des concerts partout où ils passaient. Ils enterraient ainsi assez longtemps dans différents pays. Mon Espagnol avait un talent tel qu'il pouvait dire comme Orphée « Je suis le maître de la nature ». Partout où il passait, raclant ses cordes, les faisant harmonieusement bondir sous le pouce, il était sûr d'être suivi par une foule. Avec un pareil secret, on ne meurt jamais de faim. On le suivait comme Jésus-Christ. Le moyen de refuser un dîner et l'hospitalité à l'homme, au génie, au sorcier, qui a fait chanter à votre âme ses plus beaux airs, les plus secrets, les plus inconnus, les plus mystérieux. On m'a assuré que cet homme, d'un instrument qui ne produit que des sons successifs, obtenait facilement des sons continus. Paganini tenait la bourse, il avait la gérance du fonds social, ce qui n'étonnera personne. La caisse voyageait sur la personne de l'administrateur. Tantôt elle était en haut, tantôt elle était en bas, aujourd'hui dans les bottes, demain entre deux coutures de l'habit. Quand le guitariste, qui était fort buveur, demandait où en était la situation financière, Paganini répondait qu'il n'y avait plus rien, du moins presque plus rien. Car Paganini était comme les vieillards qui craignent toujours de manquer. L'Espagnol le croyait ou feignait de le croire, et les yeux fixés sur l'horizon de la route, il raclait et tourmentait son inséparable compagne. Paganini marchait de l'autre côté de la route. C'était une convention réciproque, faite pour ne pas se gêner. Chacun étudiait ainsi et travaillait en marchant. Puis, arrivé dans un endroit qui offrait quelques chances de recette, l'un des deux jouait une de ses compositions, et l'autre improvisait à côté de lui une variation, un accompagnement, un dessous. Ce qu'il a eu de jouissance et de poésie dans cette vie de troubadour, nul ne le saura jamais. Mais ils se quittèrent, je ne sais pas pourquoi. L'Espagnol voyagea seul. Un soir, il arrive dans une petite ville du Jura. Il fait afficher, annoncer un concert dans une salle de la mairie. Le concert, c'est lui, pas autre chose qu'une guitare. Il s'était fait connaître en raclant dans quelques cafés,
et il y avait quelques musiciens dans la ville qui avaient été frappés de cet étrange talent. Enfin, il vint beaucoup de monde. Mon Espagnol avait déterré dans un coin de la ville, à côté du cimetière, un autre Espagnol, un pays. Celui-ci était une espèce d'entrepreneur de sépulture, un marbrier fabricant de tombeaux. Comme tous les gens à métier funèbre, il buvait bien. Aussi la bouteille et la patrie commune les menèrent loin. Le musicien ne quittait plus le marbrier. Le jour même du concert, leur arrivée, ils étaient ensemble, mais où? C'est ce qu'il fallait savoir. On bâtit tous les cabarets de la ville, tous les cafés. Enfin, on le déterra avec son ami dans un bouge indescriptible, et parfaitement ivre, l'autre aussi. Suivent des scènes analogues à la Keane et à la Frédéric. Enfin, il consent à les jouer. Mais le voilà pris d'une idée subite. « Tu joueras avec moi ?» dit-il à son ami. Celui-ci refuse. Il avait un violon, mais il en jouait comme le plus épouvantable ménétrier. « Alors, tu joueras, ou bien je ne joue pas. » Il n'y a pas de sermon ni de bonne raison qui tienne, il fallut céder. Les voilà sur l'estrade, devant la fine bourgeoisie de l'endroit. « Apportez du vin, dit l'Espagnol. Le faiseur de sépulture, qui était connu de tout le monde, mais nullement comme musicien, était trop ivre pour être honteux. Le vin apporté, on n'a plus la patience de déboucher les bouteilles. Mais vilain garnement, les guillotines à coups de couteau, comme les gens mal élevés. Jugez quel bel effet sur la province en toilette. Les dames se retirent, et devant ces deux ivrognes qui avaient l'air à moitié fous, beaucoup de gens se sauvent scandalisés. Mais bien en prie à ceux chez qui la pudeur n'éteignit pas la curiosité et qui eurent le courage de rester. « Commence !» dit le guitariste au marbrier. Il est impossible d'exprimer quel genre de son sortit du violon ivre. Bacchus en délire, taillant de la pierre avec une scie. Que joua-t-il ou qu'essaya-t-il de jouer? Peu importe, le premier air venu. Tout à coup, une mélodie énergique et suave, capricieuse et une à la fois, enveloppe, étouffe, éteint, dissimule le tapage criard. La guitare chante si haut que le violon ne s'entend plus. Et cependant, c'est bien l'air raviné qu'avait entamé le marbrier. La guitare s'exprime avec une sonorité énorme. Elle jase, elle chante, elle déclame avec une verve effrayante et une sûreté, une pureté inouïe de diction. La guitare improvisait une variation sur le thème du violon d'aveugle. Elle se laissait guider par lui et elle habillait splendidement et maternellement la grêle nudité de ses sons. Mon lecteur comprendra que ceci est indescriptible. Un témoin vrai et sérieux m'a raconté la chose. Le public, à la fin, était plus ivre que lui. L'Espagnol fut fêté, complimenté, salué par un enthousiasme immense. Mais sans doute le caractère des gens du pays lui déplut, car ce fut la seule fois qu'il consentit à jouer. Et maintenant, où est-il? Quel soleil a contemplé ses derniers rêves? Quel sol a reçu sa dépouille cosmopolite? Quel fossé a abrité son agonie? Où sont les parfums enivrants des fleurs disparues? Où sont les couleurs féeriques des anciens soleils couchants? Chapitre 3. Je ne vous ai rien appris sans doute de bien nouveau. Le vin est connu de tous, il est aimé de tous. Quand il y aura un vrai médecin philosophe,
chose qui ne se voit guère. Il pourra faire une puissante étude sur le vin, une sorte de psychologie double dont le vin et l'homme composent les deux termes. Il expliquera comment et pourquoi certaines boissons contiennent la faculté d'augmenter outre mesure la personnalité de l'être pensant et de créer, pour ainsi dire, une troisième personne, opération mystique où l'homme naturel et le vin, le dieu animal et le dieu végétal, jouent le rôle du Père et du Fils dans la Trinité. Ils engendrent un Saint-Esprit qui est l'homme supérieur, lequel procède également des deux. Il y a des gens chez qui le dégourdissement du vin est si puissant que leurs jambes deviennent plus fermes et l'oreille excessivement fine. J'ai connu un individu dont la vue affaiblie retrouvait dans l'ivresse toute sa force perçante primitive. Le vin changeait la taupe en aigle. Un vieil auteur inconnu a dit « Rien n'égale la joie de l'homme qui boit, si ce n'est la joie du vin d'être bu. » En effet, le vin joue un rôle intime dans la vie de l'humanité, si intime que je ne serais pas étonné que, séduit par une idée panthéiste, quelques esprits raisonnables lui attribuassent une espèce de personnalité. Le vin et l'homme font l'effet de deux lutteurs amis, sans cesse combattants, sans cesse réconciliés. Le vaincu embrasse toujours le vainqueur. Il y a des ivrognes méchants, mais ce sont des gens naturellement méchants. L'homme mauvais devient exécrable, comme le bon devient excellent. Je vais parler tout à l'heure d'une substance mise à la mode depuis quelques années, espèce de drogue délicieuse pour une certaine catégorie de dilettantistes, dont les effets sont bien autrement foudroyants et puissants que ceux du vin. J'en décrirai avec soin tous les effets, puis reprenant la peinture des différentes efficacités du vin, je comparerai ces deux moyens artificiels par lesquels l'homme, exaspérant sa personnalité, crée pour ainsi dire en lui une sorte de divinité. Je montrerai les inconvénients du haschisch, dont le moindre, malgré les trésors de bienveillance inconnue qu'il fait germer en apparence, dans le cœur ou plutôt dans le cerveau de l'homme, dont le moindre défaut, dis-je, est d'être antisocial, tandis que le vin est profondément humain, et j'osais presque dire homme d'action.